Je suis Nancy Berthier, je suis professeure des universités à Sorbonne Université depuis 2010, donc ça fait 10 ans. J'ai soutenu une thèse à Paris-Sorbonne aussi, enfin à l'époque c'était Paris 4, donc le 19 novembre 1994. Le sujet était cinéma et propagande en Espagne sous Franco. Étude de 3 cas, Raza, Franco ese hombre, el último caído, de José Luis Sáenz de Heredia. Et donc, mon directeur de thèse était Carlos Serrano et les membres du jury étaient Emmanuel Arras, Michel Marie, Jacques Maurice et Carlos Serrano. Et alors, votre thèse, elle a été l'aboutissement d'un parcours traditionnel, licence, master, thèse, ou plutôt un parcours un peu plus singulier? Non, ça a été un parcours extrêmement banal, je dirais, traditionnel, avec des classes préparatoires à Louis-le-Grand et à Henri IV. Puis, alors j'étais par contre, oui, ce qui est un petit peu particulier dans mon cas, c'est que j'étais inscrite en lettres modernes, puisque j'étais intéressée par la littérature. En même temps, je ne savais pas exactement, j'étais intéressée par beaucoup de choses, donc j'étais dans la littérature parce que c'était ce qui me semblait le plus évident. Mais en prépa, j'ai eu un professeur absolument passionnant, Monsieur Larose, que beaucoup de personnes de ma génération ont rencontré sur leur parcours. Et lui, il m'a vraiment fait découvrir le monde hispanique. Et du coup, j'ai fait une double licence. Donc, j'étais d'abord en licence de lettres modernes, j'ai fait une licence d'espagnol. Et puis, quand je suis rentrée à l'école normale supérieure, de la rue d'Ulm, en complément, j'ai fait une licence d'études cinématographiques. Après, il n'y avait pas encore de doctorat d'études cinématographiques à l'époque, donc ni de master d'ailleurs. Je fais partie de la première génération de licenciés d'études cinématographiques à Paris 3. Et du coup, j'ai décidé de faire d'abord un master, enfin maîtrise, puis DEA en études hispaniques sur le cinéma. Donc le mémoire de M1 portait sur Luis Buñuel, le mémoire de M2 portait déjà sur José Luis Sáenz de Heredia, et puis j'ai enchaîné avec une thèse sur José Luis Sáenz de Heredia, le réalisateur du franquisme. Donc depuis, bon, à l'époque, une perspective de civilisation, parce que les arts visuels et le cinéma n'étaient absolument pas courants dans l'hispanisme français. Pourquoi votre thèse, si j'ai bien compris, c'est une des premières thèses d'études cinématographiques? À la Sorbonne, oui. Oui. Par contre, il y a une personne qui m'a devancée dans l'hispanisme français, c'est Jean-Claude Seguin, qui D'accord. a quelques années avant moi, qui a soutenu une thèse sur Joselito. Donc, D'accord. alors je ne sais pas s'il était en études hispaniques ou en études cinématographiques, mais en tout cas, oui, je fais partie des toutes premières thèses soutenues en études cinématographiques au sein de l'hispanisme français. Et quel a été l'élément déclencheur pour travailler l'œuvre de Sáenz de Heredia? Est-ce qu'il y a eu un moment, quelqu'un qui l'a motivé à ça? Alors en fait, je suis venue au cinéma par Buñuel, par D'accord. l'œuvre de Luis Buñuel, dont j'ai découvert un soir, quand j'étais encore en prépa, le film Viridiana, Hmm. qui m'a fascinée parce que dans Viridiana, je retrouvais finalement tout ce qui m'intéressait dans la vie, à savoir évidemment le cinéma, mais aussi la peinture. C'est un film qui est empreint de références picturales. Il y avait la littérature aussi. C'est un film qui puise à de nombreuses sources littéraires, comme la plupart, enfin comme beaucoup de films de Luis Buñuel. Il y avait la musique aussi. Et puis, et donc une forme d'intertextualité extrêmement bien menée, extrêmement fructueuse. Donc, j'ai fait mon mémoire de maîtrise de M1 sur Luis Buñuel depuis la littérature, parce qu'à l'époque, il était impensable de travailler le cinéma du point de vue de l'esthétique, enfin en tout cas en études hispaniques.
Donc j'ai travaillé sur l'adaptation dans l'œuvre de Luis Buñuel. Et en fait, à l'issue de ce mémoire, j'ai eu une énorme frustration, l'impression que mon mémoire, que mon travail, non seulement n'épuisait pas l'œuvre de Luis Buñuel, mais était largement inférieur. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être un peu comme, vous savez, un entomologiste qui, face à un beau papillon, va, disons, disséquer de façon un peu létale. Et du coup, j'ai décidé de travailler sur un sujet avec lequel je sois moins en osmose et moins en empathie. Et du coup, José Luis Sáenz de Heredia, ce n'est pas un réalisateur avec lequel j'étais en empathie. En fait, ce qui s'est passé entre le master et le DEA, c'est que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon directeur de thèse, Carlos Serrano. Donc, je me suis orientée vers la civilisation de l'Espagne contemporaine avec lui en DEA. Et en fait, ce qui m'intéressait dans le cinéma espagnol du franquisme, c'était Berlanga, c'était Bardem, c'était ce cinéma justement alternatif au cinéma officiel. Mais je me suis rendu compte aussi en y travaillant que, en réalité, si je voulais bien comprendre Berlanga, Bardem, Saoja, etc., il fallait que je comprenne bien le cinéma de propagande sur lequel il y avait très peu de travaux. C'était une époque où travailler sur le cinéma de propagande franquiste, je veux dire d'un point de vue universitaire, était un peu difficile dans la mesure où il y avait encore une présence très forte de l'antifranquisme au sein des études cinématographiques. Alors, je parle de l'Espagne. Et prendre au sérieux et comme objet d'étude un cinéaste comme José Luis Sáenz de Heredia relevait vraiment du défi. Pour moi, c'était une façon aussi de m'ancrer de façon très claire dans la civilisation sans céder à mes goûts personnels, esthétiques, cinématographiques. Donc, avoir un objet d'étude avec lequel j'ai de la distance, parce que l'expérience de Buñuel, qui est un cinéaste que j'adore, avait été douloureuse de ce point de vue-là. C'est paradoxal. Et qu'est-ce que vous avez essayé de montrer dans vos thèses? Alors, j'étais partie sur une vision très générale du cinéma de José Luis Sáenz de Heredia, comme pour mon mémoire de DEA, à savoir comment José Luis Sáenz de Heredia, dit le cinéaste officiel du régime, comment son œuvre déclinait finalement toutes les valeurs idéologiques du régime à travers des genres extrêmement diversifiés, des thématiques extrêmement diversifiées, que ce soit la religion catholique dans certains films, que ce soit des perspectives plus politiques, que ce soit la vision des femmes, etc. Donc c'est dans cette direction que je suis partie et que j'ai travaillé pendant 2 ans. Donc j'ai rencontré Sáenz de Heredia, je l'ai interviewé très longuement, je le voyais assez régulièrement, il me parlait de son cinéma. Et je me suis rendu compte que il fallait que j'aborde finalement de front ce qui posait problème. Et ce qui posait problème, c'était son cinéma de propagande. Il fallait que je comprenne comment avait fonctionné cette propagande, finalement, pour comprendre tout le reste. Et du coup, j'ai eu un jour une sorte de révélation. À un moment, vous savez, ce moment dans la thèse où on a, vous savez, dans la thèse, au début, comme on n'y connaît rien, on est ravi, on apprend, on a l'impression de maîtriser un peu. Et puis il y a toujours un moment où on en a appris tellement que on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas. Et on a un moment de désarroi. Et dans cette période de désarroi où j'avais beaucoup de matière, mais je sentais qu'il me manquait aussi beaucoup d'autres choses devant ce vertige,
euh, cette difficulté à savoir comment j'allais donner du sens à tout cela, c'est là que j'ai eu cette révélation de travailler sur le cinéma de propagande, le cinéma politique, depuis 3 films uniquement. Donc c'est une thèse qui porte sur 3 films. Raza, 1942, Franco ese hombre, 1964, et El último caído, qui est un film inachevé, dont j'ai retrouvé la trace, qui ne figurait nulle part, évidemment, puisque c'est un film inachevé, et qui était intéressant parce que cela formait finalement une trilogie avec 3 films représentatifs de 3 moments clés du franquisme, et surtout de 3 modalités d'inscription du politique au cinéma. Donc, une fiction pour Raza, un documentaire biographique pour Franco ese hombre, et un poème documentaire hagiographique pour El último caído. Donc, ma thèse est structurée en 3 moments qui correspondent à ces 3 films. Alors évidemment, ce ne sont pas 3 monographies qui se succèdent. Chaque film est, je dirais, une petite fenêtre ouverte sur une production cinématographique et sur une époque. Donc, 3 films, 3 symptômes, 3 époques. Et de ce point de vue-là, c'était, disons, une approche très, je vais dire, très audacieuse, ou du moins très risquée, dans la mesure où on était à l'époque plutôt dans des perspectives d'analyse de corpus comportant de très nombreux films et analysant des tendances. Et j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai pris 3 films, 3 moments qui me permettaient finalement d'embrasser, à partir de ces études très précises, des périodes et des modalités de cinéma de propagande. Et voilà. Non, puis bon, si, ce choix était lié aussi à ma volonté, donc non seulement de faire de l'histoire, parce que je fais de l'histoire, autour de ces 3 films, ma recherche a été une recherche en archives, donc non seulement de documents de censure, mais de tout un tas de documents autour des processus de production de ces films, de la réception de ces films. Donc, il y a, ma thèse est en 2 volumes, hein, le 2e volume, ce sont des documents annexes et beaucoup de documents d'archives totalement inédites. Donc, il y avait cette dimension proprement historique à laquelle je tenais beaucoup. Et en même temps, je tenais à ce qu'il y ait comment dire, des analyses précises de ces films, que l'on comprenne à travers ces analyses, dans la chair du langage cinématographique, la manière dont s'exprimait la propagande. Donc c'était aussi un choix méthodologique très fort que de présenter ces 3 films. Par rapport à ce choix méthodologique, j'imagine que rencontrer Heredia, ça faisait partie du projet depuis le début. Si c'était le cas, jusqu'à quel point il a marqué votre thèse, rencontrer Heredia? Parce que je trouve ça assez important, surtout par rapport à ce que vous nous avez raconté avant, par rapport à vos rapports à cette filmographie. Bon, c'est sûr que j'aurais préféré rencontrer Buñuel. Oui, oui, j'ai bien compris. Mais Buñuel n'était pas si loin que cela parce que, en fait, Sáenz de Heredia a fait ses débuts avec Buñuel lorsque Buñuel était producteur de Filmófono. Il était donc producteur, je dirais, à l'américaine, mais c'était donc avec comment dire, une vision très forte des films qu'il produisait. Mais bon, c'était des réalisateurs qui réalisaient ces films. Et donc, Sáenz de Heredia a été un des jeunes réalisateurs qui a eu Buñuel comme producteur. Ils étaient très proches du point de vue du goût pour l'humour, pour une certaine transgression.
Et d'ailleurs, lorsque Sáenz de Heredia, qui était franquiste, Sáenz de Heredia non seulement était franquiste, mais il était le cousin germain de José Antonio. Oui, il assumait totalement, oui, oui. Et il l'assumait complètement. Oui. Donc pendant la guerre civile, il a été emprisonné. Et c'est grâce à Buñuel qu'il est sorti de la Tcheca. Ils avaient une amitié très forte. Et d'ailleurs, cette amitié, elle a perduré par-delà les affrontements idéologiques, dans la mesure où lorsque Buñuel est revenu en Espagne pour tourner Viridiana, José Luis Sáenz de Heredia était alors directeur de l'école de cinéma, l'Escuela Oficial de Cine, et il a organisé une rencontre entre Luis Buñuel et les étudiants de l'Escuela Oficial de Cine. Donc, bon, tout cela pour dire que Buñuel et Sáenz de Heredia, c'est quelque chose de tout à fait particulier, même si, du point de vue idéologique, on est à l'inverse, et que le corpus sur lequel moi j'ai travaillé n'est pas le corpus de films de Sáenz de Heredia qui sont passés à la postérité pour leur qualité cinématographique, à savoir les comédies. Il a des comédies qui sont aujourd'hui reconnues comme des grandes comédies du cinéma espagnol. Moi, ce qui m'a intéressé, au contraire, c'est vraiment son cinéma politique. Alors, lorsque je l'ai rencontré, donc tous ces rendez-vous qu'on a eus, on se voyait, j'étais à l'époque à la Casa de Velázquez à Madrid, et donc on se voyait régulièrement, j'allais chez lui, et on voyait des films, parce qu'il était impossible d'avoir des copies de certains de ces films, donc on les voyait ensemble, et il me racontait comment il avait travaillé. Et en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était surtout ce cinéma, son maître cinématographique, c'était Lubitsch. Et donc, ce qui l'intéressait, c'était ses comédies, notamment. Et moi aussi à l'époque, parce qu'en fait, on a vu pratiquement tous ces films. Mais bon, c'est plus tard que j'ai décidé de me centrer sur son cinéma politique. En fait, Sáenz de Heredia est mort pendant que je faisais ma thèse. On avait un rendez-vous d'ailleurs, bon, il avait une santé un peu fragile, et en fait j'ai appris son décès à la radio, alors qu'on avait rendez-vous dans la journée pour parler cinéma. Et bon, je sais que lui aurait préféré que je fasse une thèse sur ses comédies et ses drames et ses mélodrames. Enfin, il n'y a pas que des comédies qui sont intéressantes dans son cinéma, mais bon, j'ai voulu avoir une cohérence avec justement ce type de méthodologie dont je vous parlais. Alors, j'ai été la dernière personne à interviewer Sáenz de Heredia. Sáenz de Heredia, dans les années 90, c'était... alors, il y avait eu quelques hommages, donc je n'étais pas la première à m'approcher de lui après une espèce de... comment dire, d'oubli. Mais il est clair que ce n'était pas du tout ce qui s'est passé des années après. Donc il y a quelques années, bon, je ne me souviens plus exactement, mais j'ai été contactée par des collègues espagnols qui ont écrit, qui ont coordonné un ouvrage collectif en hommage à Sáenz de Heredia. Et c'est un ouvrage collectif qui met l'accent sur la richesse de son cinéma et qui lui redonne sa place dans l'histoire du cinéma. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que l'interview, alors expurgée, hein, mais en tout cas une grande partie de l'interview que je lui avais faite au cours de ces semaines où on s'est vu, a été publiée dans cet ouvrage, et c'est le dernier, la dernière interview qui a été faite de lui. C'était pas facile pour moi, passer
de Buñuel, qui était décédé quand j'ai travaillé sur lui, mais avec lequel j'avais l'impression d'avoir une familiarité énorme. J'ai lu et relu et je connais par cœur ses mémoires, Mon dernier soupir, qui sont une sorte de livre de chevet aujourd'hui encore. Donc passer de cet univers-là d'adhésion et de complicité à Sainz Heredia, pour lequel je n'avais évidemment aucune empathie politique, ni cinématographique pour ce qui est des films que j'ai étudiés, c'était un grand écart. C'était un défi, c'était difficile dans un contexte où les études cinématographiques en Espagne, comme j'ai dit, étaient encore très politisées. Enfin, c'est normal, je parle des années 90. Hein. Donc, bon, c'était pas évident que d'avoir ce sujet de thèse. Mais finalement, je l'assume. Hein. Oui. En parlant d'assumer, vous avez parlé des cinémas politiques. Est-ce que Heredia, il a eu un peu la tentation de s'éloigner de cette image? Parce que bon, rappelons qu'il y a c'était des maisons de production privées, non, qui ont diffusé les films. Est-ce qu'il a, face à vous, il a essayé de fuir de cette image de cinéma? Ah non, du Non, tout. pas du tout, voilà. Ah non, c'est, disons que moi, ce que je trouvais intéressant, c'était sa cohérence. Bah oui, C'est-à-dire qu'à un moment, surtout dans les années 90, où tout le monde retournait sa veste, oui. et il y a de nombreux cinéastes franquistes qui, à partir des années 70, enfin, à partir de la transition, bah, ont fait un film, se sont adaptés au goût du jour et ont complètement changé de perspective. Sainz Heredia, il y avait une espèce de clarté, je dirais. Je savais où il était, il savait où j'étais. Hein. Je veux dire, c'est très clair. Quand je suis arrivée pour la première fois chez lui, bon, j'étais française, j'étais jeune, j'étais une femme. Bon, ça a dû lui sembler très très étrange. Et il m'a mise à l'épreuve dès que j'ai mis le pied dans son appartement. C'est-à-dire que j'ai mis alors d'abord, il y avait un petit chien, un affreux petit chien, qui m'a tout de suite adoptée. Donc là, c'était déjà un grand pas. Mais dans le hall d'entrée, il y avait un projecteur pâté qui était exposé. Et là, il m'a dit, bah voilà, c'est le projecteur pâté avec lequel mon oncle nous projetait des films avec mon cousin José Antonio, des films. Donc, l'oncle, c'est Oui, José Antonio Primo de Rivera. Oui. l'oncle, c'est Miguel. Oui. Donc, voilà, c'est-à-dire que c'était une manière de me dire, bah voilà, vous arrivez dans un endroit où il y a un certain nombre d'éléments sacrés, et cette famille, et cette idéologie. Et bon, je le savais, donc je ne m'en suis pas, comment dire, ni étonnée. Et puis ensuite, quand on est rentré dans son salon, il y avait au-dessus du canapé, il y avait un grand comment dire, tableau encadré avec le testament de Franco. Donc vous savez, ces impressions qu'il y a eu du testament de Franco au moment de la mort de Franco, bah, c'était là, c'était encadré. Et puis il m'a montré, donc sur un petit meuble qui avait à côté du canapé, une lettre qu'il m'a lue, et qui était la dernière lettre manuscrite de José Antonio, juste avant sa mort. Donc, c'était une manière de voir qui j'étais, parce que bon, il ne savait absolument pas qui j'étais, ce que j'allais faire de cette interview. Il avait été beaucoup chahuté, bousculé, pour employer des euphémismes. Et du coup, bon, moi j'étais pas là pour juger, j'étais là pour comprendre. Et c'est toujours la posture que j'ai eue en études cinématographiques, d'essayer de comprendre
sans juger, d'essayer de mettre à distance mes goûts et mes sentiments. Bon, ça, c'est peut-être, je vous dis, paradoxal. Enfin, en tout cas, ce qui est paradoxal, c'est de... Bon, je vois bien mes doctorants, j'ai un certain nombre de doctorants, je vois bien que en général, les gens travaillent sur des œuvres ou des personnalités ou des périodes qu'ils aiment profondément et avec lesquelles ils se sentent en empathie. Moi, ce n'était pas le cas et ça, c'était la condition pour moi de faire un véritable travail scientifique. Pardon? Ah oui, non, je croyais que c'était coupé. Excusez-moi parce que c'est coupé l'image. Oui, 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 et c'est tout à fait cohérent par rapport à ce que vous avez évoqué des Buñuel. Voilà, elle est tout à fait au contraire. Et quels sont les souvenirs, quelles sont les difficultés? Vous vous souvenez des difficultés les plus marquantes qui ils ont marqué votre parcours pendant l'écriture de la thèse? L'écriture ou la recherche? Ou tous les deux, voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Oui, parce que le plus difficile, c'est la période de recherche. La C'est ce recherche, oui. moment où, alors, donc je travaillais, je vous ai dit, dans les archives générales de l'administration, les affaires étrangères, archives de la guerre civile. Travailler en archives, c'est savoir ce que vous cherchez, mais ne pas le trouver et trouver autre chose. Donc, c'est à la fois exaltant parce que on trouve rarement ce qu'on cherche et du coup on fait des découvertes absolument passionnantes, mais en même temps, bon, c'est du temps, c'est aussi bon, bah, avoir respecté un certain nombre d'horaires. Alors, l'autre difficulté, donc travailler sur le cinéma au début des années 90, parce que j'ai soutenu en 94, et puis fin des années 80 pour le master, c'était se confronter à une difficulté d'accéder aux sources audiovisuelles. Oui. En fait, j'ai travaillé sur 3 films, mais j'ai vu pratiquement tout le cinéma espagnol du franquisme. Et donc, mes journées, elles commençaient par la cinémathèque qui se trouvait à l'époque à Deza de la Villa, donc au bout du monde. Oui, lejos, oui. Au bout du monde, avec des horaires de 8h du matin à 15h, avec des films qui, pour certains, existaient en support vidéo, mais pour beaucoup, existaient en bobine. Donc, toutes les 20 minutes, il fallait que j'appelle le préposé pour changer la bobine. Enfin, ça prenait quand même du temps. Et du coup, pour prendre des notes, enfin, il fallait vraiment prendre beaucoup de notes pour garder un souvenir des films auxquels je n'avais plus accès une fois que je les avais visionnés à la cinémathèque pour certains. Donc, c'est aussi une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'ai choisi de travailler sur un petit nombre de films, parce que c'était quand même... sinon, ce que je voulais faire, à savoir de travailler la chair du film, était extrêmement difficile, parce qu'il aurait fallu que je retourne à la cinémathèque. Et bon, quand je me suis lancée dans la rédaction, il était hors de question de sortir de chez moi. Donc, difficulté d'accès aux sources. Et même quand j'ai travaillé sur Buñuel pour mon mémoire de maîtrise, je ne trouvais pas les films de Buñuel en vidéo. Le marché vidéographique était extrêmement limité. Ça a changé très vite dans le courant des années 80. Oui, dans quelques années, il y a eu un changement radical. Oui. Voilà, il y a eu une commercialisation, notamment vidéo, en tout cas de tous les classiques du cinéma franquiste, qui a rendu les choses plus faciles. Parce Donc, qu'en fait... ça a été... Oui. Non, non, continue, excusez-moi. Oui, donc ça a été une grande difficulté. Et ensuite,
pour ce qui est de la rédaction, bon, j'ai eu vraiment cette chance inouïe d'avoir pu rédiger quand j'étais encore en Espagne, donc en deuxième année à San Velázquez. Et du coup, ce qui était extrêmement pratique, c'était de pouvoir retourner chercher des sources complémentaires. Je parle d'archives, mais il y avait aussi toute la partie hémérographique. J'ai consulté toutes les revues de cinéma de l'époque pour avoir ce contexte général. Et en fait, c'est à partir de ce contexte général que j'ai pu arriver à sélectionner ces trois films et vraiment en percevoir le sens dans une globalité. Parce qu'en fait, par rapport à votre corpus, si j'ai bien compris, à l'Ultimo Caído de 1975, il n'était pas répertorié en fait. C'est vous qui l'avez déniché, qui l'avez. Oui, il n'était répertorié nulle part. Et lors de nos entretiens avec Sáenz de Heredia, il ne m'en avait pas parlé. Ben oui, c'est ça, il évoquait pas. Puisque je ne savais pas qu'il existait à l'époque, et puis bon, il est décédé. Donc là, c'est un de ces hasards de la recherche. En fait, donc je regarde, j'étais au Archivo General de l'Administration. Et là, je regardais les dossiers de censure de tous les films qui portaient sur la guerre civile. Au-delà de Raza. De toute façon, le dossier de Raza, le dossier de censure avait disparu. Donc, je cherchais. Et dans le dossier de censure de Morir en Espagne, donc un documentaire sur Oui, 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 oui. je vois mentionner El Último Caído. Alors, je ne sais plus si c'est dans un article de presse, enfin, je le vois mentionner. Et comme ça, par hasard, je me dis, tiens, je vais demander le dossier. Je demande le dossier, il existait, et alors il était comme ça. Alors que, je vous dis, le dossier de Raza était vide. Donc là, ce qui a été extraordinaire quand j'ai trouvé ce dossier, c'est que j'ai pu voir tout le processus de réalisation, toute l'importance qu'avait ce film pour Sáenz de Heredia comme une manière de, je dirais, boucler, c'est son dernier film, hein, enfin son dernier projet, de boucler finalement cette trilogie, puisque Raza s'est fait à partir d'un texte littéraire de Franco. Oui. Franco Ese Hombre est une biographie filmée sous forme documentaire en 1964, et El Último Caído terminait cette trilogie avec cette envolée hagiographique. Sáenz de Heredia a considéré qu'il a conçu ce film au moment de l'agonie de Franco, et il pensait que toute l'Espagne allait communier derrière ce poème cinématographique, à commencer par les hommes politiques, par le gouvernement, qui d'ailleurs, dans un premier temps, donc, avant la mort, hein, au moment de l'agonie, ça a été le cas. Il y a eu des appuis logistiques. Et puis, très vite, en fait, ce film est apparu comme un film indésirable, un film à contre-courant, à contre-temps. Et donc, bon, il a été contraint de l'abandonner parce que tous les collaborateurs, les uns après les autres, ont commencé à lui faire faux bon. Et donc, c'est une sorte de film testament. Et en même temps, du point de vue historique, c'est passionnant. Les films réalisés sont passionnants, évidemment, mais les films qui n'aboutissent pas, que ce soit chez Sáenz de Heredia ou chez d'autres, sont aussi intéressants dans une perspective historique, bien évidemment, parce qu'ils permettent de mesurer, enfin là en l'occurrence, cette inopportunité contextuelle du film, et donc de comprendre de façon assez fine dans tous les enjeux de production du film
la façon dont l'Espagne allait vers une autre direction. Il n'a jamais évoqué la possibilité de les finir après la mort de Franco, évidemment. Si, il a... Bon, c'était une possibilité aussi, c'était, oui. Oui, bah oui, parce que en fait, c'est un film qui devait être finalisé après. C'est un film qui devait sortir au moment du premier anniversaire de la Voilà. mort de Franco. Donc, il avait prévu Oui, oui. de le finaliser pour une projection le 20 novembre Mhm. 1976. Et en fait, l'un des éléments d'ailleurs qui était une sorte de clou dans ce film, c'était une interview de Juan Carlos, dont il voulait qu'elle termine la fiction et la narration comme un hommage mérité, selon lui. Et Juan Carlos n'a évidemment pas voulu, n'a même pas répondu à la demande. Mais bon, ce qui s'est passé surtout, c'est qu'il il a eu deux crises cardiaques au moment où toutes ces contrariétés lui arrivaient. Et donc, c'est cela qui lui a fait arrêter le processus. Le fait aussi que des personnes se désengagent. Mais il a essayé, il a repris, alors je ne me souviens plus exactement quand, parce que, bon, vous voyez, ça fait 26 ans, hein, donc il a essayé de reprendre ce film, alors je ne me souviens plus exactement quand, quelques années plus tard, et puis bon, ça n'a pas abouti. Et vous évoquez 26 ans. On va précisément à la date, le 10 novembre 1994. D'une manière générale, quel est le souvenir que vous gardez de ces journées, de la soutenance? Quelle question? Alors, j'étais enceinte de 6 mois. Donc, Wow. Ça, je m'en souviens très bien, et je dois dire que j'avais hâte de soutenir, de m'occuper d'autre chose. Alors, c'était quel amphi? C'était un amphi en Sorbonne. Voilà, j'étais au premier rang, le jury était devant. Je n'avais jamais assisté à une soutenance de thèse. Aujourd'hui, j'invite beaucoup mes doctorants à assister Ouais. à des soutenances pour Ouais. se familiariser avec le Mhm. déroulé. Bon, à cette époque-là, il n'y a pas non plus tant de soutenances que ça, hein. Donc, ma première soutenance a été la mienne. Et avec tout ce que ça peut supposer d'angoisse, d'apprentissage. Alors, il y avait beaucoup de monde. Dans le public. Je me souviens alors évidemment, je ne voyais pas les gens, mais je sentais derrière des gens de ma famille, des amis universitaires, des amis non universitaires. Euh, voilà, il y avait, et je sentais, il me donnait de la force pour répondre aux remarques critiques du jury. Alors, dès qu'il y avait justement le soupçon de l'ombre d'une critique, je sentais derrière une espèce d'émotion, tout le monde était avec moi, et c'était drôle. J'en garde un souvenir merveilleux, parce que, en fait, les soutenances, bon, c'est aussi ce que je dis à mes doctorants, que ce soit ma soutenance de thèse ou la soutenance de mon habilitation plus tard, en fait, ce sont les seuls moments dans la vie académique où notre travail est décortiqué de manière critique, et où ces critiques, enfin en tout cas en l'occurrence pour ce qui est de mon jury, sont constructives, et où on est amené à aller plus loin qu'on a pu aller. On nous donne des pistes. J'aime beaucoup cette atmosphère de débat intellectuel qui généralement est celui des soutenances. J'aime quand il y a la critique, parce que c'est la critique qui fait avancer, hein. Les éloges, ça sert à rien.
On ne se souvient pas, d'ailleurs, je ne me souviens pas. Il y a dû y en avoir. J'imagine qu'il y a dû y en avoir, parce que j'ai eu des félicitations. Mais je me souviens surtout, à vrai dire, des critiques qui m'ont marqué, je dirais, à vie. Parce que au moment de la soutenance, on est dans une espèce d'hypersensibilité. Bon, en Oui, plus, quand oui, on oui. est enceinte, on doit, Oui, c'est vrai. d'hypersensibilité et ça marque énormément. Et du coup, non, j'en ai un souvenir, un excellent souvenir. Bon, en tout cas, votre thèse, elle a fait date dans la recherche de l'imaginaire filmique de Franco, ça c'est sûr. Et quel conseil donnerez-vous aux jeunes doctorants pour avancer et pour arriver à buen puerto, comme on dit en espagnol? De quel point de vue? Bah, méthodologique, temporel, gérer le timing, voilà, c'est votre. Après 25 ans de vos soutenances, Hmm. vous donnerez un conseil. Bon, vous dirigez des tests, comme quoi vous donnez déjà des conseils, évidemment. Bon. Alors, des conseils. En fait, chaque thèse est unique. Oui, Chaque thèse est unique parce que les doctorants peuvent avoir avancé déjà en master, donc arriver avec un bagage ou arriver sans bagage. Moi, j'ai des doctorants qui viennent d'un peu partout, c'est-à-dire que j'ai à la fois des gens comme moi, alors ceux-là, bon, je les dirige comme j'ai été dirigée. Disons que c'est assez simple, donc des gens qui ont l'agrégation dans ma sup et qui ont une formation assez classique. Après, j'ai des personnes qui viennent d'Espagne, donc avec d'autres cadres, je dirais méthodologiques oui, oui, et oui, tout à fait. intellectuels. J'ai des personnes qui viennent d'Amérique latine aussi, et en Amérique latine, chaque pays a ses traditions intellectuelles et académiques. Et après, j'ai des gens de toutes les générations. Donc, j'ai à la fois des personnes, enfin, je parle de ceux que j'ai en ce moment et puis ceux que Oui, j'ai oui. pire. Donc, ça va du doctorant qui a un contrat doctoral après son master, donc qui est dans ce parcours très classique que j'ai suivi moi-même. Mais ça va jusqu'à des personnes qui sont plus âgées, voire là actuellement, j'ai un doctorant qui termine sa thèse et il est retraité. Donc, et il y a vraiment tous les cas de figure. Donc, je ne peux pas donner. Moi, c'est vraiment du plus humain, je dirais, parce que chaque thèse est pour moi, depuis une direction de thèse, est une sorte de défi et c'est un territoire nouveau et j'apprends avec les doctorants parce que ils sont pas comme moi et il faut qu'on trouve une manière de négocier et de faire avancer dans un cadre académique français, bien évidemment. Alors par contre, ce que j'ai remarqué, à la fois à partir de ma propre expérience, mais ensuite de tous les doctorants que j'ai suivis euh, ou que je suis en train de suivre, c'est que, en gros, si vous voulez, la temporalité de la thèse, elle est la suivante. C'est-à-dire que, bon, au départ, on a un sujet qu'on a choisi, bon, en général parce qu'on aime. Hein. Les masochistes comme moi, il n'y en a pas Oui, beaucoup. oui. Il n'y en a pas beaucoup, enfin, j'en ai Oui, pas rencontré. Euh, donc, en général, un sujet qu'on aime, alors on est plein d'enthousiasme, on est très enfin on est très intimidé parce que c'est un monde très vaste qui s'ouvre à nous. Euh, et passé ce premier moment d'intimidation, on se comment vous dire, le premier moment est un moment merveilleux. Donc, je dis toujours à mes doctorants qu'il faut qu'ils en profitent et qu'il faut qu'ils se perdent. Donc, je les autorise à se perdre pendant, alors ça dépend des caractères, pendant un an ou deux, à se perdre, c'est-à-dire à aller chercher de l'information un peu dans tous les sens, à déborder son sujet et à finalement découvrir ce grand et vaste univers jusqu'à un point
jusqu'à ce point dont je vous parlais, où on en sait suffisamment pour se rendre compte de ce qu'on ne sait pas. Et là, c'est l'angoisse. Là, c'est l'angoisse. Il y a toujours un moment, alors, à chaque fois, hein, il y a ce moment-là, avec des temporalités différentes, où les doctorants reviennent vers moi, ne sachant plus du tout sur quoi ils travaillent, qu'est-ce qu'ils vont en faire, etc. Et ça, c'est important. Ce moment de désorientation est important parce que c'est là qu'on va recadrer, c'est là qu'on va redéfinir le sujet et qu'on va redéfinir le sujet avec tout ce que ces doctorants ont pu collecter, dont ils ont l'impression que c'est extrêmement disparate, mais qui en fait est ce cadre qui va permettre d'aller vers le sujet. Donc à partir de là, on définit en général, on trouve à définir un sujet beaucoup plus pointu que ce qui était prévu au départ. Et on repart sur une deuxième phase de recherche qui va être une recherche ciblée autour de ce corpus ou cette thématique ou cette approche en fonction des gens. Donc c'est la deuxième étape qui, alors là j'encadre beaucoup plus, hein, je laisse beaucoup moins les gens se perdre et s'égayer. Et à partir d'une période plus ou moins longue en fonction des capacités des gens et puis du temps qu'ils ont, parce que entre une thèse financée et une thèse non financée, pas du tout la même chose. Donc, il arrive un moment où on formule un plan. Je leur demande en général de rédiger l'introduction, même si je sais très bien que l'introduction sera à refaire. Donc, ça peut paraître absurde de demander une introduction, mais pour moi, la rédaction de l'introduction, c'est une façon de se coller à la rédaction et donc de dépasser l'angoisse de la page blanche sans, comment dire, sans trop se perdre, parce que bon, une introduction, moi j'aime les introductions courtes, hein, 10, 12 pages, et du coup ça permet, je dirais, de se mettre, c'est un peu comme un échauffement, je dirais, pour prendre une métaphore sportive, c'est un peu un échauffement. Donc, introduction, plan, en général on discute de l'introduction, des problèmes qui sont posés, etc., mais je leur demande de ne pas refaire l'introduction tout de suite, ils la referont tout à la fin. Oui, oui. Et puis on s'engage dans la première partie. En général, la première partie est toujours un moment de grande souffrance. Ça a été mon cas et c'est le cas de tous mes doctorants. C'est le moment de grande souffrance parce que on a l'impression qu'on ne terminera jamais, parce qu'il faut trouver son rythme d'écriture, il faut trouver son écriture. Donc en général, la première partie est toujours problématique, et donc je la relis, je leur demande de ne pas la retravailler et de continuer la rédaction, parce que sinon, s'ils retravaillent la première partie, le rythme est perdu. Par contre, disons, toutes les remarques que j'ai pu faire sur la première partie vont être intégrées, disons, à l'esprit dans lequel sera abordée la deuxième partie. Donc la deuxième partie est plus, je dirais, facile à écrire, mais encore douloureuse. Et puis la troisième partie, en général, c'est la meilleure. Chez tous mes doctorants, ça a été parce qu'il y a tout à coup un rythme de croisière qui a été pris. Et du coup, alors après, je leur demande de revoir l'introduction. Évidemment. Oui. Et en parlant des parties, pouvez-vous nous lire votre première phrase de votre thèse? Alors. Elle est courte, hein? Si vous voulez, je peux vous en lire deux. La première phrase, c'est 1er avril 1939, la guerre civile prend fin. Je continue? Oh oui, s'il vous plaît, un deuxième. Franco a vaincu par les armes. Aujourd'hui, après avoir fait prisonnière l'armée rouge et l'avoir désarmée, les troupes nationales ont atteint leur ultime objectif militaire, écrit-il dans son dernier communiqué de guerre.
La première activité du régime, issue de la guerre civile, est de restructurer un pays dévasté par 3 années de combat et d'édifier une Espagne nouvelle, etc., etc. Donc là, on est dans le contexte historique. J'imagine que c'est un choix démarrer avec une phrase laconique dans votre cas. Vous l'avez choisi, c'est pas une phrase courte. Probablement, parce Oui, que c'est mon pas défaut, l'habitude en tout cas. C'est pas l'habitude en tout cas. Oui, oui. non, et mon défaut d'écriture, c'est je suis proustienne dans l'âme et mes phrases sont interminables en général. Donc, probablement que ce choix d'une phrase très courte, impactante, a été mûrement réfléchi. Écoutez, Madame Berthier, ça a été un plaisir. Merci beaucoup pour cette cours de qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire une bonne thèse. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup à vous et bon, j'espère qu'il y aura quelques éléments qui pourront peut-être être utiles à d'autres. En tout cas, c'était un plaisir.